Cher écrivain, bienvenue! Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Laetitia Lajoigny, je suis autrice et chaque mois, je retrouve dans ce club 4 amies écrivaines. Avec Chris, Laure, Léa et Marie, on se réunit autour d'un thème pour discuter de nos avancées, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes et de nos galères. Alors, prenez une boisson chaude, installez-vous confortablement et bienvenue au club! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle réunion du club. Je suis comme toujours avec Laure, Hello! Léa, Hello! Chris Coucou! et Marie. Salut! On espère que vous allez bien en ce début de mois de mars. Nous, on enregistre l'épisode un peu avant, du coup, mi-février. Mais on va, comme d'habitude, vous donner un peu des nouvelles. Et vous parler de notre thème du jour. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler des couvertures de romans. Alors, les couvertures, c'est un sujet super intéressant qu'on n'a pas encore abordé. On va vous parler de pourquoi c'est important les couvertures, quel rôle l'auteur il a dans ce processus. Et Léa va nous parler de fabrication. Elle avait hâte d'enregistrer cet épisode. Vous saurez tout à la fin de l'épisode, vous saurez tout sur les secrets et les dessous des couvertures de vos romans préférés, on espère en tout cas. Mais avant ça, on va revenir rapidement sur nos actualités. Alors, je crois qu'on n'a pas grand-chose à vous raconter ce mois-ci, mais Chris, tu seras en dédicace en mars? Non, en avril. Ouais. Au Salon du Livre de Paris, 18-19 avril. Normalement, j'aurai un créneau de dédicace le samedi et le dimanche. Je n'ai pas encore les horaires, mais je les mettrai sur Instagram. Trop bien. Et côté écriture? Et côté écriture, demain, au moment où on enregistre, je vais enfin me remettre à l'écriture à proprement parler, puisque j'ai une grande pause, j'ai fait 2 traductions que j'ai enfin rendues, j'ai eu des corrections sur 2 romans jeunesse qui vont paraître. Et là, je vais enfin pouvoir demain me remettre à l'écriture avec un groupe d'autrices qui écrivent en Bretagne, dont je fais partie sur WhatsApp depuis plus d'1 an et que je n'ai jamais pu rejoindre, donc je suis vraiment contente. Trop bien. Et bah écoute, on espère que ça va être pas une reprise trop difficile. Ouais, on verra. Sinon, côté nouvelles, moi, j'ai quelques news côté écriture. Puisque je vous racontais le mois dernier que je partais en retraite d'écriture à la montagne. Et donc, me voilà revenue. Revenue hier, donc c'est hyper frais dans ma tête. Que vous dire? Et déjà, j'ai bien écrit. J'ai écrit 13 000 mots, à peu près. Bravo. Enfin, même Bravo. exactement. Solide. Voilà. Donc, je suis contente. Après, alors, mon idée en partant, j'avais dit oui, peut-être que j'arriverai à finir mon premier jet. Alors, clairement, objectif 12 fois trop ambitieux, hein. Ah. Mais j'avais pas idée. En fait, comme je suis vraiment en mode jardinière, je sais en gros ce que je veux écrire, mais je sais pas comment, donc combien de temps ça va, enfin, combien de pages ça va prendre, etc. Et du coup, en fait, c'était là, enfin, je veux dire, franchement, j'ai écrit de 8h à 18h tous les jours minimum. Enfin, je me suis arrachée et j'ai écrit 13 000 mots et j'aurais pas pu en faire plus, c'était impossible. Et en fait, il me reste au moins la même chose. Enfin, il aurait fallu 2 semaines pour finir le texte, je pense. Pour vous donner une idée, là, ça l'emmène à 53 000 mots, ce qui est très exactement le nombre de mots de notre 4e roman avec Chris. Mais ouais. Mais sinon, pour vous donner une idée, le Sarment, ça en fait 110 000. Mon premier, je crois que c'était quelque chose comme 90 000. Non, Maudite 90 000 et Lou 75 000, un truc comme ça, bref. Toujours est-il que, enfin voilà, c'est logique qu'avec 50 000, je sois encore loin d'un texte fini, en fait, quoi. Bon, voilà, pardon, pour tous ces calculs savants, on s'en fout complètement, mais c'est pour vous, en tout cas, voilà, vous dire que j'ai avancé bien, mais là, ça devient dur. Enfin, le fait d'arriver à la fin, bizarrement, je suis fatiguée. Genre, je suis pas en mode, ouh, je suis plus en mode, putain, c'est toujours pas fini. Est-ce que tu as passé toutes les scènes gratifiantes que tu avais vraiment en tête, que tu avais envie d'écrire et tout, et maintenant c'est juste faut aller au bout pour finir? Il en reste. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça, mais il en reste quand même, j'en vois au moins quand même 2 qui me restent que j'ai vraiment envie d'écrire. Mais oui, faut que j'écrive plein de trucs entre pour arriver à ces scènes. C'est plus dur, ça.
Et je sais quoi, genre là, je suis vraiment pas bloquée en mode, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus. C'est pas du tout ça. Genre, je sais exactement ce que je veux écrire, La flemme. mais vraiment la flemme, quoi. T'en as plein les pattes, quoi. Ouais, et j'arrive pas à savoir si, genre, ce qui m'inquiète, c'est je me dis, ok, si t'as pas hyper envie de l'écrire et tout, est-ce que c'est pas. Enfin, vous savez, ça fait remonter plein de doutes. Genre, ok, est-ce qu'en fait, t'es pas en train d'écrire un truc hyper boring, quoi? Genre, bon, on verra. Pas Je toujours, sais il y a pas. toujours ce truc de si toi ça t'ennuie à écrire, alors ça va ennuyer les lecteurs. Je suis pas sûre que ça soit vrai, hein. Enfin, je sais pas, des fois j'ai l'impression d'avoir galéré sur des scènes où je me suis fait chier à mourir à les écrire, et en fait, après, les lecteurs, ils les ont adorés. Ou inversement, des fois, t'écris des trucs, t'es trop dans le flow, et en fait, à lire, c'est pourri. Enfin, Ouais. Ouais, on verra bien. Je sais vraiment pas, vous savez, donc ce roman, c'est un roman contemporain. Pour être honnête, je commence à avoir un peu hâte de le finir pour réécrire de la fantasy. Donc bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise, c'est que, enfin, sérieusement, je pense que peut-être il y a quand même une grosse probabilité que vous ne le lisez jamais, hein. Enfin, autour de cette table, probable que oui. Au moins J'espère. une personne. Autour de cette on ne sait pas qui. peut-être pas plus. Voilà. Mais sinon, enfin, si cette personne me dit que ça ne tient pas la route, bien, ce roman ira dormir à tout jamais dans un tiroir et ce sera la. Enfin, voilà quoi. Je l'écris vraiment pour moi et je sais pas si. J'arrive pas à savoir si ça a un intérêt. Enfin, vous voyez, ou pas. Enfin, je sais pas, c'est dur à. De toute façon, à ce stade, tu peux pas savoir, je pense. Ouais. C'est le premier jet, en Ouais. plus, c'est sur le dernier quart. C'est Ouais. rarement là que tu dis vraiment ce roman est un pur produit du génie et j'ai trop hâte de continuer à l'écrire, quoi. Donc, bon. Non, mais tu vois, je sais pas, sur mes romans de fantasy, ça me fait pas ça. Je suis quand même en mode. Je sais pas, j'avais assez de. J'en sais rien. Ou alors j'ai oublié, c'est possible aussi. Mais j'avais l'impression, en tout cas. Pour le serment des trackers, crois-moi, t'as oublié. Hein, Ah oui, Non, parce que je me Celui-là, mis rappelle à d'une part. Laetitia désespérée. oui. Non, mais oui. Celui-là, c'était. Oui. De toute façon, j'ai dit, c'est 1 sur 2. Bref, qui est dur à écrire. Je sais pas. Bon, bref, pardon, je vous ai fait un tunnel sur mes histoires d'écrire de. non. mes histoires Non, mais d'amour. Non, c'est intéressant. Bah oui. Mais bon, voilà. Donc écoutez, ce roman n'aura peut-être jamais de couverture, si vous fait le lien avec l'épisode. Joli. Mais avant d'en venir à notre thème du jour, je vous propose d'écouter la reco de Chris, qui a une reco qui va nous donner envie d'écrire. Ou de dessiner peut-être. Alors, je sais pas si ça va vous donner envie d'écrire. Moi, des fois, ça me donne envie d'écrire juste pour avoir une belle couverture. Des fois, je fantasme la couverture avant d'écrire, ça me motive un peu. C'est un compte Instagram, c'est un gars, son pseudo c'est ez.bookdesign, donc ez.bookdesign tout attaché. Et donc c'est, comme son nom l'indique, un designer de couverture qui poste en fait tous ses essais qu'il fait. Il bosse pour Penguin House, l'éditeur américain, anglais, international, je sais pas. Voilà, anglophone, anglo-saxon, voilà. Et par exemple, il fait des réels où il montre tous ses essais, par exemple. Designer 5 couvertures de livres qui utilisent un pingouin, dessiner 5 couvertures de livres qui combinent les anges et la mort, enfin voilà, avec des thèmes, avec des éléments à placer, ou 3 designs de cover pour un livre sur Bob Dylan, par exemple. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses différentes. Et c'est trop cool. J'ai vraiment tous les essais, à chaque fois, je dis ah non, elle est bien, ah non, elle est encore mieux. Et je trouve que c'est bien aussi pour affiner son goût et voir. Il dit souvent après celle qui a été choisie. Donc ça aide à voir aussi. Des fois, tu te dis, mais moi, pour mon goût personnel, j'aurais complètement choisi une autre. Et finalement, la maison d'édition a fait un choix différent. Et alors, il n'explique pas forcément, mais voilà, moi, je trouve ça intéressant de voir aussi tous les essais qu'il peut y avoir derrière une couverture, les essais de couleurs, les essais de composition. Voilà, ça permet de démystifier aussi un peu le truc. Je me suis abonnée direct, c'est incroyable comme compte. J'ai vu 3 secondes, j'ai fait waouh. Il est vraiment très C'est doué, c'est toujours à la cool. concomitance de tous mes intérêts. Le graphisme, les livres. Ouais, il a l'air vraiment très très doué, ouais. C'est trop bien. Il montre aussi les essais de typo. Moi, j'avoue que j'ai Ouais, trop bien. une espèce de haine particulière pour certaines typographies, ou voilà, j'accorde pas mal d'importance à ça, sans m'y connaître particulièrement, hein, je sais pas, c'est une espèce. Donc voilà, je trouve ça cool de voir aussi comment on écrit le titre, mais on en reparlera pendant le. J'aimerais que ce soit plus une haine de certaines typos qu'un amour de certaines autres, tu vois. Oui. C'est vraiment, non, c'est une haine de certaines typos.
J'avais fut une époque, d'ailleurs, c'est marrant, cette semaine, Insta m'a fait remonter que ça faisait longtemps que je m'y étais pas connectée, qu'il allait supprimer mon compte. J'avais créé un compte Ah oui, Instagram c'est vrai. spécial pour hater sur la typo monotype Corsiva. Voilà, qui est vraiment pour moi le 7e cercle de l'enfer des typos. Vous pourrez aller voir ce que c'est. Faut que j'aille revoir vite fait. il était bien ce compte, franchement. J'ai dû faire 3 posts dessus. Mais bon. Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf. Quasiment tous les menus de resto, sur le devant, il y a écrit menu en monotype Corsiva, par exemple. C'est vrai. Hmm. I2, bref, pardon. Tunnel. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, vous me direz si vous allez été voir le compte. Moi, j'ai pas encore été voir, mais ça a l'air vraiment cool. Alors, du coup, pour revenir sur les couvertures sans typo moche, on l'espère, est-ce que, Sans monotype. est-ce que vous pensez, question qui est vraiment pour mettre les pieds dans le plat, qu'on juge vraiment un livre à sa couverture? Mhm. Léa? De fou. Oui. Mais oui, de fou, on juge un livre à sa couverture. Après, je viens de nuancer quand même. Si c'est un classique que tout le monde connaît un peu, je pense qu'on va moins le juger à sa couverture. Alors, par contre, si c'est une nouveauté, on va avoir tendance à plus le juger à sa couverture. En librairie, je veux dire. Voilà. Mais est-ce que vous choisissez vraiment vos livres? Enfin, moi, cette question, ça me faisait penser à ça. Est-ce que vous choisissez vraiment vos livres par la couverture? Moi, oui, de ouf. J'ai honte, mais je suis extrêmement superficielle. C'est-à-dire que quand c'est beau, quand ça brille, je suis appâtée, telle une petite pie. Je prends le livre dans les mains et ouais, j'achète quand même pas mal les couvertures, enfin les livres en fonction de leur couverture. Après, Ouais, évidemment, moi il n'y a aussi, j'avoue. pas que ça non plus. Mais si je suis en librairie et que je suis pas là spécifiquement pour acheter un truc et que je me mets à commencer à regarder les couves, bah déjà c'est dangereux. Et ensuite, ouais, ça va être le joli objet qui repart avec moi souvent, quoi. Et toi, Marie? Alors moi, c'est tout l'inverse de Laure. En fait, moi, j'achète beaucoup sur le bouche à oreille ou un livre dont j'ai déjà entendu parler. Et bah, il m'arrive de trouver des couvertures belles, mais c'est pas ça qui va me faire aller vers le livre. C'est limite peut-être plus le titre. Un titre qui m'interpelle va beaucoup plus me faire aller vers le livre. Alors que par exemple, il y a plein de... En ce moment, c'est un peu la mode sur la romantasy, où il y a des livres plus beaux les uns que les autres. Moi, je n'aime pas du tout la romantasy, ça me parle pas. Bah, je vais juste trouver qu'en tant qu'objet, c'est beau, mais je vais pas... Voilà, ça va pas me donner une pulsion d'achat, quoi. Pareil, je suis carrément dans l'équipe de Marie. En Mm. plus, moi, pour être vraiment, j'achète ouais, les livres beaucoup par recommandation et en plus beaucoup sur liseuse. Donc, ce que je racontais, c'est que genre mes derniers coups de cœur, genre l'Empire du Vampire, c'est mon énorme dernier coup de cœur. Les gars, je sais même pas comment est la couverture. Je l'imagine qu'il y a du rouge vu que c'est un truc de vampire, mais la petite, enfin, vraiment, Mm. c'est fou quoi. Mais voilà, Et t'as même pas eu la curiosité Mais d'aller voir la couve? T'avais pas envie de voir un peu l'univers qui bah, était... en fait, j'avoue, il y a des dessins dans le livre. Alors sur liseuse, Ah, ils rendent pas hyper bien de toute hum, façon. Donc du coup, hum. non, enfin c'est le texte quoi, c'est le titre, le texte. Enfin, comme toi, ça va peut-être le titre et bref. T'as une Mais liseuse c'est pas, complètement noir et blanc? Pardon. c'est pas du jeu sur liseuse, tu vois, t'as pas l'objet. Le plaisir d'avoir une belle coupe, c'est aussi le plaisir d'avoir un bel objet livre. Du coup, si tu lis sur liseuse, évidemment, ça enlève tout le truc d'avoir le... Bref, c'est triché. Bah c'est pas tricher, c'est ce que moi, ce Ça qui m'intéresse, c'est le texte en fait. Oui, oui, non, mais je comprends. Tu vois? Et ouais. Je comprends. Alors du coup, quel est le rôle d'une couverture finalement alors? Le rôle et donc surtout son rôle commercial et marketing. On va poser les mots tout de suite. Bah, déjà, de dire ça, c'est donner une réponse parce Bah que oui. il y a plein d'auteurs qui pensent que la couverture est là pour retranscrire leur histoire. Hmm. Qu'elle a un rôle plus littéraire qu'autre chose, presque, ou illustratif. Or, enfin, je pense, vous me direz les filles qui bossent là-dedans, mais oui, effectivement, la couverture, c'est avant tout du marketing. C'est-à-dire qu'il faut se détacher commercialement sur une table avec plein d'autres couvertures qui peut-être se ressemblent ou voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'en plus,
de la couverture en elle-même. Parfois, vous allez avoir sur la couverture des petits plus, comme des bandeaux ou voilà. Tout à l'heure, on évoquait des stickers, c'est vrai que ça se fait pas trop dans la littérature, mais des petits macarons, par exemple, prix lauréat de tel prix ou des choses comme ça. Et faut pas oublier qu'une couverture, c'est un titre, parfois une illustration ou un dessin ou juste du blanc ou une couleur monochrome, mais c'est aussi tous ces petits éléments marketing qui vont venir en plus donner des informations aux futurs lecteurs. Et la couverture, c'est l'ensemble de tout ça, en fait. Voilà. C'est ça qu'il faut arriver à se distinguer. Enfin, on parlait juste avant de juger un livre à sa couverture, en bien comme en mal. C'est-à-dire que moi, je vois tellement de discours qui disent justement, ah, la romantaisie. Enfin, dès qu'il y a un livre qui a du jaspage, et on reparlera de ce que c'est, enfin, qui a plein de couleurs, qui a des encres brillantes et qui est un peu joli en fabrication, il y a des gens qui automatiquement le méprisent parce qu'ils estiment qu'on a essayé de compenser la faiblesse du texte par une super fabrication et qui jettent en gros le bébé avec l'eau du bain. Donc, voilà, faut arriver aussi à naviguer tout ça. Ouais. Moi, en fait, je trouve ça dommage que ce soit que sur un genre, toutes ces fabrications, parce que c'est très beau, mais du coup, je trouve ça dommage qu'on ait pas ça sur des romans d'imaginaire autres, quoi. Peut-être que le public n'est pas prêt à payer plus cher pour ouais. avoir ce genre de fabrication, je sais pas. Je pense que tu as dû avoir quelques essais sur quelques bouquins de SF. J'imagine qu'il y a eu des très belles éditions de Dune, par exemple, au moment de la sortie des, ce que j'allais dire, des films sur des et classiques. tout. Donc, sur ou des du Seigneur classiques. des Anneaux ou des grands classiques comme ça où on sait qu'il va y avoir une fanbase très active et les gens ils vont être ravis d'avoir leur magnifique édition. Il y a un éditeur de poche aussi, et je suis plus trop sûre duquel c'est, je crois que c'est Point, qui reprend aussi des textes, enfin des classiques, et qui en fait des très jolies couvertures noires avec des choses brillantes dessus. Je sais pas si vous avez déjà vu ces couves, mais enfin pareil, je trouve que c'est brillant déjà parce que ça brille, mais aussi parce que du coup, c'est des textes qui sont libres de droit, donc ça ne doit pas leur coûter entre guillemets grand-chose, mais ça permet aussi de refaire découvrir les bouquins à un lectorat peut-être du coup un peu plus jeune ou qui a davantage... qui va être comme moi, quoi, qui va aller sur les trucs qui brillent, voilà, c'est tout. Mais il y a un truc que je voulais dire. Pardon, vas-y, Chris. Non, c'est la collection Point classique. Point classique. Ah, ok. Je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur il y a des lecteurs ou des gens qui jugent cette espèce de surenchère de l'image et tout. Mais c'était intéressant parce que en préparant l'épisode, Laetitia soulignait que tu avais une littérature blanche, typiquement les Gallimard très classiques, où tu as juste le titre et ensuite vraiment une couverture monochrome. Et c'est un peu l'image d'Épinal de la blanche, cette espèce de... Il n'y a rien entre le texte et la couverture du bouquin. Et maintenant, j'ai été voir sur le site de Gallimard, il y a énormément, du coup, dans cette collection de blanches, de bouquins où, en gros, la moitié du livre, j'ai plein de livres à côté de moi, j'en prends un. Ouais, là, genre tout ça, c'est un bandeau avec une photo, en fait. Et tu te dis, ah ouais, même Gallimard... En gros, pour vendre de la blanche, ils mettent de la couleur et des trucs qui attirent le regard parce qu'en fait, la triste réalité, c'est que sur une table de livres, tu le vois pas en fait. S'il n'y a pas un peu de couleur, un peu de mouvement, un peu de vie sur la couverture d'un livre. Voilà, je trouvais ça juste intéressant de confronter la vie de ces gens à la réalité marketing de ce qui se passe sur les tables des libraires, quoi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le marché, même par rapport à, ça y est, on est vieille, à quand on a commencé dans le monde de l'édition, j'ai l'impression qu'au tout début, au tout début, genre lors du premier stage, il y avait encore un peu ces réflexions de, il y avait des trucs comme il faut pas mettre un titre en anglais par exemple parce que le libraire il va pas le prendre parce que c'est en anglais. Et il y avait aussi le truc du ouais, alors ça c'est peut-être un peu trop coloré, ça c'est quand même très très anglo-saxon. Truc qu'on entend peut-être moins, ou ouais, j'ai l'impression que sur vraiment ces 10 dernières années, on est devenu un peu foufou sur les couvertures, quoi. Est-ce que c'est pas dû au fait que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup les livres passer dans leur VO, notamment? Et alors qu'avant, on adaptait la couverture en français, là maintenant, on a peut-être plus tendance à reprendre les couves anglo-saxonnes qui sont beaucoup plus, en général, inventives, colorées. Ouais. Quand tu vas dans une librairie, dans un pays anglo-saxon, c'est tous les livres, tu as envie de les prendre dans les mains, ils sont trop beaux, quoi. Ouais, t'as raison, ça doit jouer, c'est sûr.
Est-ce que du coup, on a déjà un peu évoqué le sujet, mais on va reprendre ce que tu disais, Chris, sur est-ce qu'on veut qu'une couverture, ça représente vraiment ce qu'il y a dans le texte ou que ça donne envie, quitte à en trahir en partie le contenu? C'est exactement ce que tu disais. On a déjà un peu répondu à la question, mais je crois que Laure, tu voulais ajouter des trucs là-dessus. Ouais, bah en fait, cette question me faisait penser à un truc qu'on fait régulièrement dans ma maison, où en fait on a un groupe de lectrices ambassadrices qui lisent en amont les livres, qui nous donnent leur avis, etc. Et ça nous arrive de leur demander des avis, du coup en amont de la parution, sur le bouquin évidemment, mais aussi sur des éléments marketing auto, et notamment sur les couvertures. Et quand on leur demande leur avis sur les couvertures, en fait, ça peut être vraiment très tôt, donc ça peut être carrément avant qu'elles aient lu le bouquin, en fait, parce que c'est à nos premiers éléments, en gros, des cycles commerciaux et tout. On n'a pas encore le texte, on n'a pas encore les ENC à leur faire lire et tout. Et à chaque fois, elles nous demandent toujours, ah mais du coup, de quoi ça parle? Et à chaque fois, je réponds, mais en fait, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de le savoir. Parce que moi, ce que je veux savoir, c'est entre ces deux ou ces trois couvertures, parce qu'en règle générale, c'est ça, c'est qu'on a un gros doute sur une piste. En fait, à ce stade, laquelle de ces deux ou trois couvertures vous donne envie de prendre le livre dans les mains pour le retourner et pour lui donner pour donner une chance à la quatrième, quoi. Et elles aiment pas ça, elles aiment pas cet exercice, et je trouve ça toujours marrant. Mais en fait, c'est vrai que c'est surtout ça, quoi, une couverture. Et du coup, pour moi, ça n'a pas trop besoin d'être complètement littéral, de complètement coller au texte. Bien sûr, on n'a pas trop envie que ça dénature non plus le texte complètement ou que ce soit mensonger, mais que c'est plus une ambiance, des codes qui sont attendus sur le marché par le lectorat, le lecteur ou surtout la lectrice. Et ouais, enfin voilà, pour qu'ils le prennent en main et qu'ils lisent la quatrième, quoi. Voilà. Ouais, il faut inclure, il y a aussi, j'imagine, la question de la cible. C'est ce qu'on disait tout à Oui. l'heure, enfin voilà, fantasy, contemporain, et la particularité avec la jeunesse. Enfin, je sais qu'il y a des codes, c'est pas forcément les mêmes en jeunesse, en adulte, en Et c'est vrai que je fantasy, trouve par exemple. que c'est pas évident parce qu'on se disait beaucoup le truc du il faut se démarquer de la table et en même temps tu veux pas trop t'en démarquer non plus parce que Mm. si tu proposes un truc qui a rien à voir Ouais. sur ce qui est attendu par le lectorat aujourd'hui, bah ton livre il va pas marcher non plus quoi. Donc Mm. c'est pas évident je trouve comme équilibre à trouver. Juste, tu disais les attentes du lecteur et en particulier les lectrices, tu avais quelque chose en tête sur le fait que les lectrices seraient plus attentives à ça Non, c'est ou... surtout que le lecteur est surtout une lectrice aujourd'hui. C'est vrai. Voilà, c'est surtout Oui, pour parce que ça. je pensais par exemple de la hard SF qui est très marketée Oui, masculine. Il y c'est a vrai, aussi des ouais, codes carrément. avec des typos très carrés, Ouais, ouais, des c'est vaisseaux vrai. très métalliques, des vaisseaux Des tons spatiaux. noirs. Ouais, voilà, des tons. Ouais, je pense que dans chaque code ou pour chaque lectorat, tu vas avoir une attente. Mais ouais, c'était plus une vanne sur le fait qu'aujourd'hui, c'est nous. Ouais, mais c'est important, n'empêche. Mm. Ouais, c'est à la fois très codifié, en même temps, il faut se démarquer sur quelque chose de très codifié, quoi. C'est... Ouais, et je trouve qu'en fonction du fait qu'on soit dans un grand format ou dans un poche ou dans une édition un peu collector ou non, tu vas avoir des attentes différentes en tant que... Par exemple, tu t'en fous que ton bouquin en poche, il ait une couve un peu moche, quoi. Si Oh là t'achètes un grand là, format, c'est non. pas Ah, pareil. quoi? Pas du Non, tout. je dis pas, Qu'est-ce tu t'en que tu fous complètement. racontes? Mais je dis que, voilà, c'est pas, tes attentes sont pas les mêmes. Acheter un polar en grand format et un polar en poche, pour moi, c'est normal que la couve Mm. du poche, elle soit pas aussi travaillée, et puis elle ait des codes beaucoup plus simples que celle d'un grand format, par exemple. Ouais, récemment, bah, comme Laure parlait de la collection Point classique, je trouve que justement récemment, il y a un gros travail qui est fait sur les poches pour se distinguer aussi. Ben, ça fait partie des références que je crois que tu voulais citer, Laure, mais il y a la série Blackwater Mm. chez Monsieur Toussaint Louverture, Ouais. qui est ultra travaillé sur la fabrication des poches. C'est des dorures partout. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les poches habituelles. Et je pense que ça a joué aussi dans le succès de la saga. Et ouais, j'ai l'impression que de plus en plus, il y a des très jolies poches qui sortent quoi, par rapport justement à toute cette surenchère côté grand format pour s'en rapprocher un peu avec le poche. Ouais, et je pense qu'ils les vendent plus cher, du coup, que des poches classiques. Enfin, je sais pas, ça m'intéresserait. Est-ce Les que... Black Waters étaient vraiment pas chers. Je sais pas Ouais, comment c'était est-ce 8 qu'ils ont euros, fait un leur truc comme coût. ça. Ok. Parce Ouais, Bah, parce après, ils en que ont vendu soit un ils tel les nombre. impriment, ils les impriment à Watt 1000 exemplaires et du Ouais, coup c'est c'est ça. rentable.
soit ils ont Ça, c'est un fait mystère. de la magie noire. Mais ouais, c'est... 1040, hein, tu vois. Ouais. Bah, ils les ont peut-être imprimés à je sais pas combien de 1000 exemplaires Après, pour... c'était vraiment un coup marketing et commercial Ouais. de fou, puisqu'ils ont fait un espèce de truc, une sortie. C'était une sortie sur un été, non? C'était pas un truc comme ça? Où ils ont sorti en feuilleton, donc c'était, il y avait six bouquins dans la série, et je crois que c'était un qui sortait tous les 15 jours. Franchement, j'ai pas exactement les dates super précises en tête, mais c'était un espèce de truc comme ça, et ça a été vraiment un phénomène. Et donc, il brillait, donc je l'ai acheté. Je Mais du coup, comprends. c'est que tu places la barre très haute et que si à l'intérieur, le texte est pas ouf, tu peux d'autant plus te taper Ouais. genre des sales notes sur Babelio et tout après parce que les gens sont hyper déçus, quoi. Et je pense qu'en plus, comme c'est une maison qui a hyper bonne presse, les libraires ont adoré le concept et ont suivi et tout, et ouais. Et puis les bouquins étaient bien. Mais, euh, mais ouais, côté poche, je pense qu'on fait vraiment de plus en plus d'efforts. Déjà parce que le poche, c'est aussi beaucoup ce qui se vend aujourd'hui. Donc voilà, on sait que les gens ont aussi un peu moins de pouvoir d'achat et vont peut-être davantage se tourner vers le poche. La concurrence est rude en poche aussi. Et j'ai l'impression que ouais, ça suit un peu le même mouvement. Ouais, je trouve pas que les couvertures. Par contre, t'as raison que c'est d'autres codes. Par exemple, il y a plus Oui. de trucs illustrés, il y a des couvertures peut-être plus peps aussi sur les tables en poche comme grand format. Tu voulais nous faire un jeu de devinette, Ouais, Léa? Léa, c'est le moment. Ah! Oui, alors en fait, non, mais je voulais vous faire un jeu de devinette. Ça va être tout simple, hein. En fait, je trouvais que c'était hyper intéressant pour nos auditeurs d'avoir, quand on parle de couverture, on parle en fait d'un ensemble d'éléments qui définissent ce qu'est l'extérieur d'un livre, par opposition à l'intérieur, le texte. Et en fait, je trouvais que c'était hyper intéressant de donner à nos auditeurs vraiment des termes, sans rentrer dans des trucs de fab hyper complexes, mais des termes un peu techniques, pour que si un jour ils sont amenés à discuter avec un éventuel éditeur de la fabrication de leur livre, ils puissent savoir se repérer et savoir exactement quoi correspond à quoi. Et du coup, je voulais vous faire vous deviner et me dire quoi est quoi. Donc, en gros, si on prend la couverture d'un livre, donc là, pour les gens qui nous écoutent en podcast sans la vidéo, je vous présente ce qu'on voit d'habitude sur les tables des libraires, c'est-à-dire l'endroit du livre où tu as l'illustration de couverture et évidemment la chose la plus importante, le logo, c'est-à-dire le titre de votre roman. Comment on appelle cette partie de la couverture? Le plat 1. Ouais, le plat Ouais. 1 ou la première de C1. couverture ou la C1. La C1, donc pour couverture 1. Et ça, c'est la partie la plus importante de l'ouvrage. C'est celle où, comme je le disais, va y avoir le titre de votre livre qui va généralement être la première chose que le lecteur va vraiment lire et qui va être du coup ultra travaillé en fait par une équipe de graphistes. Clairement, là, on est sur vraiment ce qui est le plus important. Donc avec une typo qui va parfois être... qui va même quasiment tout le temps être retouché. Les mots vont être placés les uns par rapport aux autres, certains plus grands que d'autres. Là, c'est le cas du bouquin que je suis en train de montrer. Juste ce que Bref, tu veux voilà. dire par une typo retouchée, c'est que genre on va pas prendre juste Times New Roman. On va prendre à la limite Times New Roman, puis on va Ou mettre monotype des quand petits il va. trucs. Monotype Mais il y a Oui, un c'est ça. graphiste qui va un peu changer la typographie de Ouais. base quoi, pour l'adapter. C'est ça, ouais, c'est ça. Ou même inclure des éléments. Alors là, je prends les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, où va inclure des éléments graphiques à l'intérieur des lettres pour donner une ambiance. Voilà. Donc, si on retourne le bouquin, là où il y a. Alors, j'ai pas de résumé sur celui-là. Hop, je prends un autre livre avec un résumé. Comment s'appelle du coup cette partie de l'ouvrage? La C4. C'est ça, la C4 ou quatrième de couverture. Alors, on peut se dire c'est un peu bizarre de passer de la C1 à la C4. Pourquoi est-ce que c'est pas la C1 et la C2, à savoir couverture 1 et couverture 2? C'est à l'intérieur. C'est en Voilà. C'est parce qu'en fait, une couverture, c'est pas juste l'extérieur de votre livre, les amis. En fabrication, une couverture, c'est à la fois l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Et alors là, sur le livre que je suis en train de montrer, l'intérieur de la couverture est blanc, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, comme sur cet ouvrage, on a ce qui s'appelle des pages de garde. Et donc, c'est le dos de la C1 couverture 1 et le dos de la C4 couverture 4.
Et donc, ça, c'est la C2, couverture 2, et ça, c'est la C3, couverture 3. Voilà. Donc, si un jour, on vous parle de C1, C2, C3, C4, ou plat 1, plat 2, plat 3, plat 4, au moins, vous saurez ce à quoi ça correspond. Maintenant, quand on range le livre dans une bibliothèque, on a généralement une partie du bouquin où on va retrouver le titre du roman, souvent le nom de l'éditeur, la tomaison si c'est une série, par exemple, une trilogie. Est-ce que vous connaissez le nom, les filles, de cette partie? Le dos. C'est ça, Laetitia. Le dos, parfait, voilà. C'est le dos de l'ouvrage. Alors ça, c'est un peu plus, comment dire, on peut un peu plus confondre parce que du coup, on a enfin la dernière partie du bouquin. Alors ça, ce n'est pas le dos. Parfois, j'ai déjà entendu des gens dire que ça, c'était le dos, l'endroit où on voit le papier. Mais tout l'endroit où on va voir le papier, ça a un dernier nom qui correspond à ce que vient faire la machine quand elle découpe le papier. Ça s'appelle la tranche, c'est ça. Ça s'appelle la tranche de l'ouvrage. Toujours le dos et la tranche. Ouais, bah, c'est pour ça que je trouve que c'est pas mal de faire ce petit truc. Voilà. Donc là où on voit le papier sur la couverture, c'est la tranche. Et l'endroit qu'on voit quand le livre est rangé dans la bibliothèque, c'est le dos. Voilà. Et il y a moyen d'ailleurs que l'éditeur vous envoie le fichier de couverture qu'on appelle à plat, du coup, Oui. à relire, où du coup vous allez avoir la C1, la C4 d'un côté, enfin en page 1 probablement du PDF, et en page 2 du coup la C2, la C3 si elles sont imprimées ou s'il y a des choses dessus. Et n'oubliez pas, comme le disait Léa, du coup il y a le dos, n'oubliez pas de relire le dos aussi. Parce que j'ai des cauchemars de, de catastrophes qui sont arrivés sur des dos. Parce que je pense qu'on le relit peut-être un petit peu plus rapidement. Enfin voilà, et s'il y a une boulette, c'est quand même une boulette qui va être dans votre librairie, enfin dans toutes les bibliothèques du coup. Voilà. Oui. Et du coup, il y a des rabats aussi des fois sur les couvertures. Ça a des noms spécifiques ou pas? Ouais, tout à fait. Alors là, hop, par exemple, à la caméra, je vous présente un ouvrage qui a effectivement un rabat. Alors, les rabats, du coup, on va avoir le rabat de C1, de la couverture 1, sur lequel d'ailleurs on a des fois la biographie de l'auteur ou le résumé, si l'éditeur a choisi de mettre en 4e de couverture autre chose qu'un résumé. Et on va avoir pareil le rabat de C4, donc le rabat qui correspond à la couverture, à la 4e de couverture. Pareil, sur lequel des fois on vient mettre par exemple les autres ouvrages que l'auteur a pu écrire, par exemple. Si c'est quelqu'un de connu qui a beaucoup produit, voilà, on peut avoir un peu de promotion sur ces éléments qui viennent s'ajouter à la couverture. Tout à fait. Et du coup, pour continuer, je continue sur mes petits jeux de devinettes. Je voulais juste pareil, c'est intéressant de connaître un peu ces termes techniques. On en parlait tout à l'heure, c'est très à la mode. Là, je montre à la caméra un jaspage. Donc, un jaspage, c'est quand on vient imprimer sur la tranche, du coup, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, on vient imprimer à l'endroit où la machine a découpé les pages. Et c'est hyper intéressant le jaspage parce que comme c'est très à la mode, c'est de plus en plus long de réussir à le faire puisque les imprimeurs qui proposent cette prestation sont submergés puisque c'est la mode. Et il y a aussi autre chose qui est hyper intéressant à savoir sur le jaspage, c'est que c'est très cher à faire et que du coup, si votre livre est jaspé ou si vous allez en librairie acheter un livre jaspé, sachez que c'est à la fabrication autour de 1 euro de plus par coût de production de chaque exemplaire. Donc généralement, ce coût très cher à la fabrication vient se retranscrire sur le prix d'achat. Et c'est pour ça que quand vous achetez, plus la couverture de votre livre est belle, en gros, plus votre livre est cher. Hein. Et le jaspage, ça fait partie des choses qui augmentent drastiquement le prix d'un livre en le rendant plus beau. Voilà. Parce que c'est pas que c'est fait quasiment un par un. Enfin, je crois que c'est un truc où ça ne peut pas être fait en masse. C'est ça. Quoi. C'est ça, ouais. Autrefois, c'était peint à la main, hein, carrément par des vrais gens. Bon, aujourd'hui, on a des machines pour le faire. Mais c'est assez minutieux ce processus, ouais.
Autre chose intéressante, comme Laure disait, des fois ça brille. Voilà. Comment on fait pour que ça brille? En fait, donc nos imprimantes, elles impriment comme les imprimantes de votre bureau en CMJN. Donc c'est-à-dire qu'elles utilisent 4 types d'encre: cyan, magenta, Jaune. jaune, merci, et noir. Je sais pas pourquoi j'ai eu un gros bug sur le jaune. Et donc, en fait, avec ces 4 couleurs-là, on peut pas faire des choses qui brillent. Et donc, nos amis, les gens qui font des couleurs, comme par exemple Pantone, ont inventé des couleurs qui peuvent s'imprimer et qui sont très belles. Donc là, par exemple, je vous montre un coffret avec du bronze dessus qui brille, mais on peut aussi faire de la dorure. Donc là, hop, pareil, ça a une belle couleur or qui brille, comme si c'était de la feuille d'or qu'on avait mise sur l'ouvrage. Et ça, pareil, ça augmente évidemment, d'utiliser ces encres spéciales, ça augmente un petit peu le coût de fabrication d'un livre. Ça se répercute à l'achat, mais ça va aussi créer des actes d'achat, c'est ce qu'on disait chez les lecteurs, parce que c'est joli et que ça fait envie d'avoir un beau livre qui brille dans sa bibliothèque. Chez Voilà. les gens de ma team, en tout cas. Oui. Parfois, Léa, Ouais. pardon. Vas-y, Parfois, il y a vas-y. une sorte de vernis aussi, de genre vernis sélectif. Tout à fait. Alors, ça, c'est hyper intéressant. Je suis contente que tu en parles parce que ça allait faire partie de mes petits... En fait, sur une couverture, on peut avoir... Alors, comme là, je remonte les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Si vous voulez, si vous passez devant en librairie, vous verrez de quoi je parle. C'est juste du papier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le pelliculage dessus. Un pelliculage, ça va être ce qu'on va venir mettre sur le papier et qui va donner cet aspect mat ou brillant. Ensuite, en plus du pelliculage, on peut avoir ce que Laetitia dit qui s'appelle un vernis sélectif, où là, il y a, en plus du pelliculage, une couche de vernis un peu en relief qui va être mise sur certains éléments. Imaginons qu'on a un personnage en premier plan sur la couverture. On va choisir de délimiter les contours de sa silhouette avec ce vernis sélectif. Et en fait, ça va le mettre en valeur par rapport au fond ou au paysage qu'il pourrait y avoir derrière lui. On peut imaginer qu'on le mette sur un logo aussi, c'est-à-dire juste sur les lettres du titre pour les faire ressortir. C'est possible. Voilà. Donc, à moins d'avoir une couverture juste en papier où l'éditeur a fait le choix de garder juste du papier, on a quasi toujours, si c'est de la couleur, s'il y a de la couleur, un pelliculage qui soit mat ou brillant. On a des très belles choses aussi qui s'appellent des soft touch. C'est en anglais. Mais vous savez, c'est ces livres où quand on touche la couverture, c'est comme de la peau de bébé, un peu, c'est très très doux, tout poudreux et tout. Je sais pas si souvent ça se fait pas mal dans le pratique, je trouve, ou alors sur des beaux livres, des livres de table. Ça me dit beaucoup ce terme soft touch, en effet. Ouais. Voilà. Prenez les livres de ma maison d'édition. Oui. Il y a tout un tas de possibilités au niveau du pelliculage. Alors, vous, si vous êtes amené un jour à être publié par un éditeur, je pense, l'éditeur pourra utiliser ces termes-là devant vous. Globalement, l'éditeur sait ce qu'il fait, hein, donc vous pouvez lui faire confiance. Après, moi, je pense aux histoires d'horreur de Laure avec le dos. Moi, j'ai eu des histoires d'horreur avec la chromie, donc la couleur sur des couvertures de bouquins, où en fait, ça sort pas du tout à l'imprimante comme on l'avait imaginé. Et du coup, moi, j'avoue que si j'étais auteur aujourd'hui, je demanderais à voir ce qui s'appelle le chromalin, c'est-à-dire ce que l'imprimeur sort pour, en gros, faire preuve foi pour dire la couleur définitive, ça sera bien ça, quoi. C'est ce que l'éditeur fournit à l'imprimeur pour leur dire en gros, je veux que le résultat soit ça, et si c'est pas ça, rembourser. Mais je sais que Laetitia, tu n'étais pas du tout d'accord avec moi et que tu disais, mais moi, j'irai jamais demander ça à mon éditeur. En fait, c'est que par ailleurs, tu vois, je bosse dans la com et on a des fabricants aussi de la même façon, c'est la même chose, sauf que nous, on fait de la PLV, on fait d'autres choses. Et c'est leur travail en fait, c'est le travail de ce service de gérer ça. Et donc pour moi dans l'édition c'est pareil, c'est pas à l'auteur d'aller valider le chromalin de sa fab. Enfin sinon c'est à lui de, enfin comment dire. Tu vois il faut aussi apprendre à lâcher prise et ça c'est pas le travail de l'auteur en fait. Sinon il va aussi contrôler le correcteur et faire les factures et enfin tu vois c'est. Après non mais je comprends. Paye les factures, c'est ok. C'est plus avoir juste pour info, l'avoir pour info, quoi.
Bah, après, c'est peut-être aussi un truc de si jamais t'as un doute justement sur la lisibilité, Ouais. dire est-ce que c'était OK pour vous sur le chromalin, enfin, ou est-ce que vous en tirez un, ou je sais pas, ce genre de choses pour un peu te rassurer. Mais ouais, en plus, je trouve que, enfin, je sais pas, en tant qu'auteur, peut-être tu vas pas savoir quoi faire du chromalin, enfin, je sais pas. Ouais. Non, 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 mais sans même, tu vois, le recevoir chez toi ou quoi que ce soit, juste avoir une photo dans un mail qui prouve que ça a bien été fait, Un tu vois, coursier. ou mais moi je trouve que c'est tellement important en fait, et il y a tellement de catastrophes de bouquins qui sortent et qui sont pas du tout qui sont trop sombres ou trop clairs, et c'est tellement important aujourd'hui pour se démarquer sur une table. Bon voilà, peut-être que j'exagère en disant ça, mais en tous les cas, sachez que un bon éditeur est censé faire ça surtout, et il est censé y avoir cette étape pour être sûr que le résultat final sera à la hauteur des attentes de tout le monde. Voilà, c'est juste ça. Je pense que ça peut valoir le coup de le voir si justement il y a des couleurs spécifiques qui sont prises ou des. Là, c'est une fabrication un peu spéciale. Ou si vous avez un Oui. œil là-dessus parce que vous êtes, je sais pas, parce que par ailleurs vous êtes graphiste ou illustrateur, que vous savez un petit peu, vous aurez un retour constructif à faire, quoi. Mm. Et t'as pas parlé du fait qu'il y a aussi des fois des couvertures souples ou dures, enfin des Oui, brochés, tout du à fait. relié, des jaquettes, etc. C'est plein d'autres Ouais, c'est plein possibilités. d'autres. Bah là, par exemple, là j'en ai un. J'ai mon comics de Good Omens. Ça, c'est donc quand on a une couverture dure, ça s'appelle on appelle ça le hardcover. Hein, désolé, c'est des termes barbares anglais. On n'a pas trop francisé. Et souvent, quand on a donc une couverture cartonnée épaisse, on a une jaquette qui va venir dessus pour protéger. Et donc ça, pareil, bah, ça rajoute encore des éléments, c'est-à-dire que on va pouvoir customiser le devant de la jaquette, mais aussi l'arrière, en mettant, voilà, en rajoutant des choses, des éléments, des illustrations. Euh, enfin, mais pour le coup, hardcover plus jaquette, c'est vraiment des fabrications qui sont coûteuses et complexes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en littérature, pour avoir des prix de vente qui sont raisonnables, on se concentre beaucoup sur des choses, du cartonné, quoi. Du carton pas trop épais, et on met des rabats des fois. Quand on fait de la litté un peu stylée, on met une jaquette. Mais c'est vrai que tout de suite, ça augmente drastiquement les coûts. Je sais que des fois aussi, on peut avoir des fabs très sympas. Bah là, c'est ce que je montrais. Donc, encore une fois, je montre mon livre avec de la dorure à chaud. C'est une couverture en cuir. Alors, c'est pas du vrai cuir, hein, c'est du faux cuir. C'est du plastique, en gros. Hein. Mais ça aussi, ça peut être sympa. Les couvertures, c'est pas forcément du papier ou du carton. Ça peut être d'autres matériaux, exceptionnellement. Voilà. Ça peut être du simili-cuir. Ça peut être... voilà. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Chris? Ou est-ce que j'oublie des choses encore? C'est vaste C'est vrai, tout c'est trop ça. intéressant. Mais c'est vrai que même bon, on va pas rentrer dans les détails, mais même le type de papier qui est choisi, ça peut donner un aspect hyper différent à une couverture. Oui, Tu vois, tu parlais du genre quand il n'y a pas de pelliculage et que c'est un papier très mat, épais, un peu texturé, ça peut donner un ouais. truc hyper papier d'art presque. Oui, papier de Euh, création, on appelle ça, ouais, ouais, voilà. exactement. Ouais, 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 ouais. Enfin, c'est passionnant. Voilà. Bon, voilà, j'ai fini mon tunnel de fabrication. Je vous laisse parler des couvertures Trop bien. de vos romans, désolé. Mais j'espère que ça aura appris des petites choses à nos auditeurs. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Je serais ravie de vous remettre des pavés sur la fabrication des livres. Voilà. Bah tiens, pour faire le lien entre la fab et nos romans, j'ai un petit insight spécial juste pour nos auditeurs. Donc, autour de la table, vous dites rien. Il y a une erreur de fab sur Maudite. Je vous laisse commander le roman et la trouver et nous la dire en commentaire. On ne dit pas ce que c'est pour ceux qui savent. Donc, ça arrive effectivement. Du coup, pour toujours les filles qui ont bossé plus côté édito, moi je suis hyper curieuse de savoir comment ça se passe un brief de couverture. C'est quoi Qu'est-ce qui existe comme différentes options? Enfin, je sais que parfois c'est fait en interne, parfois il y a un illustrateur. Est-ce que enfin, vous pouvez nous en dire un peu plus de ce que vous savez? Euh,
Laurélia, moi, globalement. Bah ouais, Vas-y, du coup, c'est vraiment moi qui fais des briefs. Pour le coup, des briefs, j'en ai fait beaucoup. Donc, généralement, une structure éditoriale, ça a un directeur ou une directrice artistique et ou des graphistes en interne qui s'occupent de l'identité graphique de chaque projet et qui sont à la fois en lien avec les éditeurs, évidemment, mais aussi avec d'autres, des collègues graphistes en interne ou en externe. C'est pas forcément des gens à l'intérieur de la maison d'édition qui vont réaliser votre couverture. Euh, Ensuite, on peut commander du coup une illustration à un artiste, mais une fois que l'illustration est reçue, il y aura forcément quelqu'un en interne à la structure éditoriale ou qui travaille expressément pour cette structure, qui va retraiter l'image, qui va la mettre dans la maquette, qui va poser le titre dessus, poser le nom de l'auteur et tous les éléments dont on a parlé avant. Et un brief, c'est toujours très complet. Il faut des infos sur le format, sur le format de l'ouvrage, hein, puisque quand on commande une illustration à un illustrateur, il faut que l'illustrateur connaisse le futur format de l'ouvrage pour rendre une illustration qui est à la bonne taille. Il faut qu'il sache à peu près où le titre va être placé. Il faut qu'il puisse laisser des espaces en gros dans l'illustration pour poser le titre, pour poser le nom de l'auteur, pour poser tous les éventuels bandeaux aussi, parce qu'un bandeau, ça vient cacher une illustration. Donc il y a toutes ces choses-là auxquelles il faut penser en amont. Avant de faire le brief. Et alors, ce qui se passe, c'est que généralement, l'éditeur, il a lu le roman, il connaît le projet sur le bout des doigts, et c'est lui ou elle, qui va un peu donner une sorte de mood board soit au directeur artistique, soit au graphiste, en lui expliquant exactement ce qui se passe à l'intérieur. Si le directeur artistique ou le graphiste a le temps, il va lire le roman, mais je sais que ça se fait, hein, il y a des graphistes qui prennent le temps, mais je sais que c'est quand même assez rare. Dans les grosses structures éditoriales, généralement, ils n'ont pas le temps, malheureusement. Donc, ils comptent vraiment sur l'éditeur pour leur donner les grands axes. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, il faut que l'éditeur il défende son projet et qu'il ait à la fois les bons éléments pour transmettre à son graphiste les priorités, les choses les plus importantes, l'univers qu'il veut mettre en place. Donc, il faut parler un peu le même langage que les graphistes. Enfin, moi, je trouve que c'est un moment hyper chouette et où à la fois, il ne faut pas se tromper, quoi. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Laetitia, ou est-ce que je suis à côté de la plaque? Alors, oui et non. Oui et non, vas-y, dis-moi, je peux préciser, ou d'autres peuvent peut-être préciser. Non, oui, enfin, Laure, je sais pas si tu avais des trucs à rajouter déjà sur ce point. Moi, j'avoue que de mon côté, c'est pas du tout. Enfin, c'est vraiment l'édito qui gère le brief des coûts quand moi j'interviens. Donc, moi, je suis vraiment côté commercial. Genre, on me propose déjà quelque chose, quoi. Donc, il y a déjà eu une première proposition. Il y a potentiellement déjà eu plusieurs jets, etc. côté édito. Donc, j'ai un peu moins. Enfin, je connais moins ce qu'il y a spécifiquement dans un brief. Par contre, pour compléter un petit peu ou amender un peu ce que disait Léa, dans ma structure, il n'y avait pas de graphiste avant il y a très peu de temps. Et maintenant, enfin, il y a une DA, mais qui s'occupe que d'une partie des marques, pas de tout. Donc, il y a encore, c'est pas mal dans les mains de l'édito avec beaucoup de prestataires extérieurs. Ok. L'édito fait pas mal le chef d'orchestre et tout, mais en fait, il y a quand même toute une tripotée de maquettistes qui font la couve aussi, en fait. Enfin, et je suis pas sûre que ce soit remaquetté en interne, tu vois, spécifiquement sur les fichiers de couverture ou des choses comme ça. Donc, je pense que ça dépend quand même vachement des maisons, des structures. Ouais. Mais oui, par contre, ouais, ça passe dans les mains d'un graphiste qui est briefé avec des éléments, je sais pas trop lesquels. Ouais, c'est ce que tu disais, Léa, un peu. Bah, moi, c'était exactement ça qui m'intéressait, mais on va essayer d'en parler ensemble. C'était, quels éléments exactement on donne à l'illustrateur? Parce que, par exemple, est-ce qu'il a le roman entier? Est-ce que tous les illustrateurs lisent les romans entiers? J'ai la mais ça, réponse, j'ai un peu mais c'est aussi pour répondu. nos auditeurs. Ouais. Est-ce qu'on lui donne un résumé avec spoiler ou sans spoiler? Enfin, est-ce qu'on lui donne un extrait, un croquis, Mais- un mood board? Enfin, voilà, c'était de ça que je voulais parler aussi. Aussi, Enfin, pour être honnête, en fait, au moment du premier jet, il n'y a pas de texte, potentiellement. Oui. En fait, parce qu'il y a aussi le cas C'est vrai, hein.
enfin voilà, nous c'est aussi pas mal des livres d'auteurs qui reviennent au catalogue. On sait qu'ils vont publier leur ouvrage à ce moment-là à peu près et que ouais, le livre, a priori, va parler de ça, mais alors c'est un truc C'est vrai? hyper flou et tout, et en fait on fait un brief de couve, enfin je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments dans le brief de couve, à part, bah c'est un livre un peu estival, quoi. C'est chaud, non? Ouais, alors ce sera un road trip. Sont forts les graphistes des fois. Ouais, c'est clair, franchement, ouais. Après, j'imagine que ça dépend de la manière de travailler de la maison d'édition. Il y a peut-être certaines maisons où Ouais. l'illustrateur a plus de marge pour proposer des choses à partir justement de 2-3 éléments comme ça. D'autres, on va lui faire un cahier des charges hyper précis ou limite, Oui. le mec, c'est Ça dépend ChatGPT, il n'a plus vraiment. qu'à placer les éléments. Je sais pas, Ouais, Léa. puis moi, je me rappelle aussi, à l'époque, on s'était rencontrés. Moi, j'étais à l'époque, donc c'était chez Univers Poche, j'étais chez Pocket Jeunesse, et on m'avait confié une mission trop cool. On m'avait dit trouve des idées pour refaire la couverture des 2 tomes de La Rivière à l'envers de Trop cool. Bourlevin, hein, c'est ça, c'est Jean-Claude Bourlevin, La Ouais. Rivière à l'envers, ouais. Et du coup, j'étais là, oh, mais c'est génial et tout. Enfin, j'étais comme la petite stagiaire toute folle. Et en fait, j'avais poncé Internet et j'avais trouvé un illustrateur italien qui avait fait des couvertures pour une obscure édition italienne du bouquin. Et en fait, j'avais dit, voilà, à mes supérieurs, oh là là, mais elles sont magnifiques ces illustrations. Et ils avaient fait, OK, on les achète. Et c'est toujours les couvertures de cette édition de La Rivière à l'envers. Et en vrai, c'était ma première fierté, une de mes premières fiertés éditoriales d'avoir poussé le net pour trouver cette petite pépite. Bref, c'est une anecdote 36-15, on s'en fout. Mais c'est aussi pour dire que des fois, en fait, dans une maison d'édition, on a des titres un peu patrimoniaux. On veut, c'est pas forcément toujours des nouveautés aussi, les briefs de couverture. Ça peut être des choses qu'on déjà connues, 4 ou 5 couvertures différentes. On veut les remettre en avant sur le marché parce que c'est des livres qu'on vend depuis 10 ans, 20 ans. Et il faut les remettre un peu au goût du jour. Et donc, on va essayer de trouver des illustrations ou des idées de couverture qui sont plus modernes. Voilà. Ça peut être aussi ça. Ça veut dire qu'ils ont juste acheté l'illustration telle qu'elle. Ils n'ont pas commandé Voilà. l'illustration exprès pour Non. le livre. Voilà, c'est ça. L'illustration, elle existait déjà. Ils ont contacté en gros l'illustrateur. Ils lui ont dit on te file le temps pour prendre ton illu et la mettre sur notre bouquin. Il a dit OK, et ça s'est fait comme ça, quoi. Ah, c'est fou, j'étais Ouais. pas au courant de cette histoire, tu vois, Léa. Ah ouais. Ça me C'est dit vieux, rien, hein, c'est ouf. Bah, si Alors vous que voulez, je pourrais laisser le lien dans les commentaires de la vidéo pour que vous alliez voir c'est cette ouf. magnifique réédition en poche de La Rivière à l'envers. Mais d'ailleurs, des fois, les éditeurs, est-ce ils peuvent aussi acheter, par exemple, des images de banque d'images, de photos, Totalement. par exemple, et ça Ouais, peut arriver, j'imagine, totalement. qu'il y ait 2 éditeurs qui achètent la même photo pour des Oh oui. couvertures. Putain, mais non, mais ça nous est déjà arrivé, ça rend Mais trop ouais. Ça chiant. arrive super souvent. C'est vraiment tellement relou. Tu sais, alors que t'en es déjà à ton essai 92 avec ton autrice et que Ouais. ça y est, t'as eu un oui timide et que, en fait, patatras, tu te rends compte que la couve, elle existe déjà sur un autre bouquin et qu'il faut repartir. Ouais. Mm. Pourtant, il y en a des photos dans les banques d'images, mais Ouais, c'est clair. Mais après, juste pour revenir sur la question de Laetitia, je pense que c'est pas nécessaire que l'illustrateur ou le graphiste, s'il lit le roman, c'est très bien, hein. Mais comme je disais, ils ont quand même assez rarement le temps. Et je pense que c'est pas nécessaire qu'il soit spoilé de toute l'histoire en vrai. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des mots-clés et une ambiance et un peu un mood board. Et qu'à partir de là, si le graphiste il est bon, franchement, il peut pondre 10 tests différents et qu'il y en ait un qui tombe juste et qui satisfasse tout le monde, quoi. Après, si c'est un graphiste ou un directeur ou une directrice artistique passionné et qui a vraiment envie de se plonger, je sais que ça t'était arrivé, Chris, sur un de tes romans, mais qui lise vraiment le roman et qui a vraiment envie de s'approprier le texte pour pondre quelque chose d'hyper subjectif et personnel et tout, c'est trop bien, hein. Enfin, genre, c'est génial. Mais c'est vrai que c'est assez rare quand même, je pense, quoi. Je sais pas si Laetitia, l'illustrateur de Lou, par exemple, il avait lu le roman. Non, je crois pas. Ouais, je pense pas.
Non. Alors qu'il a fait un truc qui correspond de fou, quoi. Enfin, Bah, on va reparler après de nos cas personnels pour donner des oui. exemples. Mais avant ça, donc on a le brief de la couve, ok. Mais finalement, comment est-ce qu'on choisit ce qu'on va mettre dessus? Est-ce qu'on va mettre plutôt des personnages, une scène du roman, un truc abstrait, genre du travail sur la typo? Vous avez des conseils là-dessus pour, par exemple, les auditeurs qui nous écoutent et qui auto-éditeraient leur livre pour qu'ils aient un peu des pistes? Hmm. Moi, je pense que ça dépend dépend. vraiment du genre. Si Ouais. c'est de la fantasy, c'est bien vu, ou ça passe bien d'avoir vraiment quelque chose de très illustratif. Je pense à de la high fantasy, hein, voilà, vraiment. Euh, mais je sais que c'est plus nécessairement le cas aujourd'hui. Enfin, je sais que pendant très longtemps, ça a été enfin, on était obligé d'en passer par là, que ça connotait vraiment le genre. Je sais qu'aujourd'hui, on s'autorise à faire des choses un peu plus originales en fantasy. Mais c'est vrai que moi, j'ai aussi l'impression que ça fonctionne vraiment avec le genre, mais qu'il y a aussi des modes. Genre, je sais pas si vous vous rappelez, mais en jeunes adultes, il y a eu une période où c'était la mode de mettre des silhouettes. Et genre, tous les romans un peu ados, jeunes adultes avaient une silhouette un peu éthérée avec un logo au-dessus. Et enfin, c'était très bizarre. J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment ce truc de mode. Voilà. Je sais pas si. Mais là aussi, il y a beaucoup de romans, enfin, de romances contemporaines où tu as l'impression que c'est les mêmes petits dessins, un peu, où il n'y a pas vraiment Ouais. de détails sur les visages des persos. Vous voyez un peu ce type de truc? J'ai l'impression il y en a vraiment 60 sur les tables de librairie. C'est tout le même design, quoi. Ouais, ou en romantasy, ça va être beaucoup des titres très typographiques, Ouais. avec Oui, les tout à lettres, fait. avec plein Ouais. d'arabesques, et puis des De petits feu et de éléments. sang, Voilà. de nanas Et et de d'os et trucs de trucs. rouille. Oh. Et ouais, avec plein d'éléments qui sont figuratifs, hein, mais qui sont pas forcément des êtres humains. Ça peut être genre des lianes avec des feuillages ou de la fumée Hmm. ou Mm, mm, mm. juste Et des trucs beaucoup qui de donnent vernis une ambiance. sélectif. Voilà, tout à fait, Marie. Après, je Ouais. sais pas dans quelle mesure c'est l'éditeur qui dit, OK, pour ce roman-là, on veut, je sais pas, on veut le marketer vraiment à telle destination, donc il faut qu'il y ait un personnage, qu'on voit son visage, machin et tout, ou si vraiment il va donner plus une ambiance, et c'est l'illustrateur qui va décider à partir de l'ambiance de voilà quelle couverture je vous propose, sachant que l'illustrateur n'a pas non plus forcément une vision marketing de la chose, plus artistique. Hmm. Comment se font ces choix? Est-ce que c'est du feeling? Est-ce que c'est une équipe à un moment qui se dit, ben, une discussion entre l'auteur, l'éditeur, l'illustrateur, le marketing, qui se disent comment on veut positionner ce roman, quels sont les éléments qu'on voudrait mettre sur la couve? Alors, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'effectivement, à un moment, il y a cette discussion, Chris. Enfin, moi, je sais qu'il y avait cette discussion à un moment entre l'éditeur et le graphiste ou la graphiste ou l'illustrateur. Et ensuite, une fois que, comme Laure disait, que ça s'est fait, qu'il y a plusieurs tests qui ont été produits, ça va passer par les autres services de la maison d'édition pour qu'ils donnent leur grain de sel. Ça va passer par le commercial, par le marketing, par la presse, par tous les services euh, pour que chacun voilà, donne son avis, quoi. Et par contre, je pense qu'il y a aussi un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est les logiques de collection. C'est-à-dire que ton titre, il vient Mm. pas, il n'arrive pas dans une maison comme ça sans rien autour. Il va arriver dans une collection. Ça peut être la collection poche, comme on l'évoquait tout à l'heure. Ça peut être la collection romantasy. Ça peut être la collection adulte. Ça peut être la collection enfant. Et souvent, tu as des directions artistiques pour les collections. C'est-à-dire que par exemple, euh, arbitrairement, on va choisir que pour cette collection qu'est du polar, tous les titres vont être dans un bandeau noir en haut à droite de la couverture avec du monotype Corsiva. Et ça va être que ça sur tous les livres. Et au final, ton projet, il va pas être tant singulier que ça. Et en fait, ça va être cette identité de collection quand il arrivera sur la table du libraire où le lecteur se dira ah punaise, j'adore cette collection, j'ai déjà lu 3 polars, je les ai tous adorés, ah bah je vais forcément aimer celui-là, je l'achète. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi de se dire que c'est logique où parfois on prend un texte pour le mettre un peu dans un moule marketing qui va être le même que celui de 6, 7, 8 autres ouvrages. Visuellement, bah, ça va déclencher des actes d'achat aussi.
et ça va le mettre en valeur finalement presque plus auprès des lecteurs que si ça avait été une illustration d'une scène très précise du roman, avec une typo manuelle qui correspond à celle d'un personnage ou que sais-je. Enfin, je te raconte n'importe quoi là. Mais je pense qu'il faut aussi raisonner avec ça, quoi, des fois, avec cette espèce de logique Ouais. de collection. Ouais, c'est vrai qu'en fonction Voilà. des maisons ou slash des collections, t'as des chartes qui sont plus ou moins filées. Ouais. Je sais que, enfin voilà, sur les bouquins de ma maison, c'est grosso modo, je pense, sur 90% de la prod, c'est les mêmes typos qui sont utilisés. Enfin, c'est le même mix typo pour auteur et titre, par exemple. Et il y a beaucoup de couvertures du même type. Alors, genre, le cliché, c'est la femme de dos. Ouais. En gros, une femme que tu vois, mais tu vois pas trop ses traits, parce que l'idée, c'est que tu puisses t'identifier. Donc, si tu vois trop son visage, tu t'identifies moyen. Ou alors, le manoir. Le manoir, la demeure, le truc, enfin, voilà. Et donc globalement, il y a une jolie demeure sur le fond de la couverture. Et parfois c'est de la photo, parfois c'est du dessin, ça dépend. Mais ça, ouais, ça c'est quand même très. Ça a été très à la mode sur ces dernières années, peut-être un peu moins maintenant, mais ouais. C'est un peu les grands trucs que tu vas retrouver dans ma maison, quoi. Genre, si tu veux pas de la femme de dos ou du manoir, faut le dire vite. Faut pas en mettre dans ton roman, mais on va quand même en C'est trouver un. ça. Mais bon, en même temps, en fait, c'est un peu marrant parce que on a souvent ce truc en interne de se dire, parce que souvent il y a les remontées, vous savez, du terrain où les libraires en ont marre de tel ou tel truc, et à chaque fois on se dit bah ouais mais bon, enfin tant que ça se vend, moi manifestement les lecteurs eux n'en ont pas marre, donc on peut peut-être continuer encore un peu. Mais c'est marrant de voir, ça souffle un peu, mais si le marché est toujours là, c'est peut-être qu'on a raison, quoi. Oui, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a des fois les libraires aussi qui font des remontées sur les couves, non? Ouais. Ouais, ouais, carrément. Bah, tu l'as un peu dit, Léa, tout à l'heure, quand tu disais tout le monde va donner son avis. Je pense que ça peut être un peu déconcertant. Bon, genre, je pense pas que ça arrive à tous les coups, mais ça peut, si jamais ça vous arrive, que vous vous soyez mis d'accord avec un projet avec votre éditeur et que après enfin, quand votre ouvrage va passer par ces différentes étapes, que soudainement l'éditeur revienne vers vous en disant bon, en fait, ça plaît pas aux commerciaux, il faut changer telle ou telle chose. Parce que donc d'abord ça passe en interne dans les services en interne. Ensuite, c'est présenté du coup au diffuseur qui va pas encore, enfin c'est avant même qu'il aille en parler à la Fnac, à Cultura, à tous les libraires, mais d'abord lui il va faire un retour en se disant je pense que ça va leur plaire, je pense pas que ça va leur plaire. Et après ça part en prospection où là vraiment les représentants vont aller rencontrer les libraires. Et du coup on peut être vachement plus tard dans le cycle et soudainement il y a une remontée collective de libraires qui disent j'aime pas du tout cette couverture, ça va pas du tout, c'est moche, du coup je te le prends pas. Si là les représentants se rendent compte que ce retour, je pense que c'est quand même assez rare, hein, mais que ce retour arrive, dans ces cas-là, ça remonte à l'éditeur et l'éditeur peut dire ok, stop, il faut qu'on change quelque chose avant la sortie, quoi. Et ça, s'il faut, c'est 2 mois après que le truc ait été validé, enfin que le projet ait été validé entre vous, quoi. Ça peut être déconcertant. J'avoue. Heureusement, ça ne m'est pas arrivé. Je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres ici. Ouais. Non, franchement, je pense que c'est quand même assez rare sur un roman que ça arrive, quoi. Mais ouais. Ça nous est arrivé sur des bouquins étrangers pour le coup. Donc, il n'y avait pas. Voilà, l'auteur était pas dans la boucle, il a été moins déconcerté, c'est pas grave, c'était juste entre nous. Ouais. Oui. Du coup, on va en venir à nos exemples, à notre expérience côté autrice autour de cette table, comment ça s'est passé. Donc, qui c'est qui voulait faire un petit disclaimer au début? C'est moi. Parce que je fais donc aussi partie d'une asso où on lit des manuscrits et on reçoit souvent des textes où les personnes ont en première page du manuscrit en PDF une couverture, une image qu'ils proposent ou des illustrations au fil du roman. Si vous soumettez votre roman à une maison d'édition, la maison d'édition s'occupera de faire la couverture et la personne qui lit le manuscrit n'a pas besoin de se projeter dans une illustration pour imaginer la couverture de votre roman. Ne le proposez pas.
vaut mieux vraiment supprimer cette première page et aller directement au texte. Surtout si, c'est pas nécessaire à votre projet, genre c'est une BD, un album, voilà, bon là, évidemment, il y aura de l'illustration. Et aussi, si c'est pas votre métier par ailleurs, c'est-à-dire que si c'est juste votre petit croquis amateur du visage de votre personnage, abstenez-vous. Je pense que ça fera plus de mal que de bien à votre projet. Ça va vous décrédibiliser. Mm. Et surtout, pas d'image par IA. Je discutais avec une éditrice d'album qui me disait que voilà, elle reçoit beaucoup en ce moment de projets où les gens ils ont un texte d'album, mais c'est très court un texte d'album, donc les gens doivent se dire ah c'est pas suffisant, il faut que je donne une idée de ce que j'imagine comme illustration, et ils accompagnent ça d'images faites par IA, et c'est rédhibitoire. Elle les élimine d'office sans même regarder le texte. Donc voilà. Là, tout ce qui est couverture, illustration, c'est vraiment le job de l'éditeur, des illustrateurs. Voilà. Ne mettez pas les mains là-dedans si c'est pas votre métier. C'est un excellent conseil, puisqu'en plus, j'ai aussi entendu, enfin, effectivement, je connais aussi des gens qui faisaient ça, qui soumettaient avec des couvertures, et je conseille pas non plus. Enfin, je pense que voilà, personne, tout le monde est d'accord avec Chris autour de la table. Les filles côté édito aussi. Ouais. Ouais. Donc, on vous conseille d'éviter de faire ça. Pour les filles qui ont des romans publiés, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu la couve de vos romans? Marie, tu t'en souviens? Ouais, Parti dans tes souvenirs. Oh là là, mais moi je suis plus trop, honnêtement. Moi je sais qu'il y a eu plusieurs propositions de couverture. Et je me souviens de quand j'ai vraiment tenu le livre dans les mains. Mais Tu te souviens Et pas voilà. tu te souviens pas si tu t'es dit genre ah ça va c'est cool Sur des bouquins plus non, récents. en vrai, je projetais pas spécialement de couverture pour le roman. Donc j'avais un certain lâcher-prise par rapport à ça, quoi. J'avais pas une idée très précise de ce que ça devait être. Et j'étais contente d'ailleurs que sur ce roman, il n'y ait pas de personnage représenté. Ça, c'était un peu ma petite crainte parce que je trouve que c'est toujours un peu. Toi, du coup, Laetitia, tu pourras peut-être en parler parce que tu as des personnages sur d'autres de tes romans. Mais ouais, nous, du coup, j'avais été pas mal impliquée dans le processus de recherche des couvertures avec l'illustrateur. Et en fait, on avait choisi de tout miser sur le symbole du papillon. Donc, c'était ça qui occupait toute la couverture. Et au début, le papillon était bleu. Finalement, on avait fait des retouches. Voilà, il y a eu tout un processus. Et il y avait eu au début un personnage, justement. Et on avait fait le choix de pas aller vers ça. Parce que c'est toi qui avais poussé pour qu'il C'était plus d'un commun accord. Personne n'était trop convaincu par ce choix-là. et toi? Moi d'abord? Ouais, Toi. vas-y. Moi d'abord. Et ben moi, que vous dire? Donc sur mes 3 romans publiés, j'ai aussi été intégrée à chaque fois quand même, plus tôt. Effectivement, il y a ce truc des personnages. Alors j'ai une histoire marrante pour mon tout premier roman, pour Lou. Pour Lou, je me souviens qu'on avait vraiment discuté avec l'éditrice de qu'est-ce que je verrais sur la couve, comment j'imaginais ça et tout. Et au final, elle était partie sur une scène qui est au tout début du livre. Et c'est fou parce que donc la scène qui est représentée sur cette couverture, c'est vraiment la toute première image que j'ai eue du livre, quoi. C'est une petite fille qui est assise dans un arbre et qui regarde les vignes au loin, quoi. Et c'est ça l'idée du livre et c'est ça la couve. Mais c'est pas moi qui avais demandé, enfin, vous voyez, genre, c'était un truc un peu magique, quoi. Genre, c'est pas moi qui avais dit, ah, je sais bien que ce soit cette scène. On avait discuté du truc, machin. Et donc, quand je l'ai vu, ouais, moi, j'étais vraiment. Enfin, c'était fou, quoi, pour le coup. C'est pas que j'avais imaginé ça comme couverture, mais c'est plus que ça représentait vraiment enfin, la première idée du livre. Voilà. Ça, c'est le côté un peu magique. Sur la couleur de la peau de ton héroïne. Si, effectivement. Mais là, donc ça, après, c'est un peu plus au départ. J'avais juste reçu un croquis et après, effectivement, il y a les couleurs, etc. Et oui, bon, mais ça, c'est un truc classique, malheureusement.
Oui. Oui, bah, elle était trop blanche par rapport au personnage, en fait, tout Hmm. simplement. Hmm. Ça, c'est vrai que c'est des trucs qui arrivent souvent, j'ai l'impression, et qui maintenant sont très spotés par les lecteurs, quoi. Ouais, oui, bah c'est fou parce que le livre, c'est ça, enfin, on était déjà, c'était pas en 2010, quoi. Enfin, c'est récent. Et j'étais étonnée, ouais, que malgré, enfin, alors j'avais envoyé, du coup, il m'avait demandé, comme il y avait le personnage, il m'avait demandé d'envoyer une description du personnage, Ah enfin, oui, genre, ou l'extrait de la j'ai description, enfin, tu vois, vraiment l'extrait dans pas le livre. voulu lire certains mots. C'est fou. Ouais. Ouais. Et bah, moi, sur mon premier roman, oui, je me souviens. Alors, c'est le seul sur lequel j'ai pas été vraiment intégrée. Après, voilà, c'était du poche, donc il y a aussi voilà, une logique de collection qui est très forte. Euh, Et du coup, je l'ai reçu comme ça, genre, qu'est-ce que t'en penses? Et bon, c'était très beau. Et puis, en plus, c'était mon premier roman, et donc, j'avais pas trop d'idées. Pour le coup, sur ce roman-là, je m'étais pas du tout fait d'idées préalables de ce qu'il y aurait sur la Mm. couve. Donc, j'avais ni déception. Enfin, j'étais vraiment ouverte à peu près tout. J'étais surprise, en revanche, parce que c'était une couverture entièrement bleue. Oui. Alors que c'est un roman qui est caniculaire, quoi, où il y a de la sécheresse, Mm. etc. Euh, mais ça me gênait pas non plus parce qu'il y a aussi la mer qui est très présente. C'est une île, c'était un peu sombre et c'est un roman qui est quand même assez sombre malgré tout. Le bleu, ça reste une valeur sûre. Donc voilà, même si ça représentait pas vraiment l'ambiance du roman dans son climat, on va dire, ça représentait d'autres choses et donc ça me convenait très bien. Hmm. Trop bien. Est-ce que quand vous écrivez votre roman, vous pensez à la couverture ou pas du tout? À un moment dans votre processus d'écriture? Marie, j'ai l'impression que non, mais Non. Bah, du coup, Chris, t'y penses pour te motiver, c'est ça? Genre, tu regardes Ouais, le grave. compte et tu dis, si je veux une couve comme ça, il faut que je termine mon roman. C'est exactement ça. Ouais, je fais des PowerPoints que j'envoie après à mon éditeur, où Ah ouais? que je remplis petit à petit des couvertures que je vois et que j'aime trop. Et je me dis, oh, j'aimerais trop avoir une couverture comme ça. Ah, génial. Ah, mais c'est trop bien que tu fasses Un petit ça. En mood vrai, ça board doit un peu. drôlement l'aider. Ah, mais moi, franchement, là, sur les 2 derniers, mon éditeur, il n'a pas eu grand-chose à faire sur les briefs de couve. J'ai pris la main de manière très volontaire. Et si, non, mais en vrai, après, il a bossé avec l'illustratrice et tout, mais je trouve ça assez motivant. Enfin, moi, j'aime bien aller genre en librairie et dire, ah, ce roman-là, il est trop beau, ça correspond bien à l'image à ce que moi, j'aimerais écrire. Enfin, ouais, ça motive un peu, je trouve. hmm. Du coup, qu'est-ce que t'envoies toi exactement à ton éditeur? T'envoies une sorte de mood board? T'envoies un brief genre en mode j'aimerais que ce soit telle scène? Enfin, à quel point tu t'impliques? Ah ouais, non, moi, je suis un peu une psychopathe du brief. Donc, sur les 2 derniers, en tout cas, j'ai fait des immenses PowerPoint avec différentes pistes, en fait, de ce que j'imagine, des types de couvertures qui pourraient fonctionner. Euh, Là, je l'ai pas sous les yeux, mais par exemple, pour du thé pour les fantômes, il y avait la possibilité de représenter quelque chose d'un peu en noir et blanc, avec plus l'idée du fantôme. Donc, j'avais essayé de trouver sur Pinterest des couvertures qui pouvaient correspondre. D'autres pistes plus sur les personnages, si on voulait plus aller sur le côté de littérature familiale, littérature féminine, si on voulait aller plus sur le côté fantasy, voilà. Et en fonction des différents positionnements, j'avais pris différentes couvertures que je trouvais inspirantes et qui pouvaient dont le style pouvait fonctionner pour le roman. Pareil pour Porcelaine sous les ruines. Euh, et j'avais fait aussi tout un brief à l'illustratrice avec surtout pour du thé pour les fantômes qui était particulier, qui était à cheval sur beaucoup de choses. À cheval entre l'imaginaire et le réaliste, entre la fantaisie et la littérature générale, entre ouais, le roman familial et l'enquête. Enfin, il y avait plein pas de paradoxes, mais voilà, d'équilibres à gérer. Donc j'avais un peu détaillé tout ça à l'illustratrice. Sur Porcelaine sous les ruines, elle n'a pas lu le roman en entier, contrairement à Duté, c'est la même illustratrice. Mais du coup, j'avais choisi, moi, des extraits du roman. Euh, un extrait d'ambiance, une description des personnages. Et on avait discuté ensemble. Et avec tous ces extraits, en fait, elle avait dit, ah, mais le paysage, moi, qui me parle le plus, c'est la serre. Et j'avais dit, mais oui, mais grave, moi aussi. Donc voilà, on était parti finalement sur la serre. C'était elle qui avait proposé ça. Mais elle est trop forte, hein, ça, c'est Cécilia Leroux. Et sur du thé pour les fantômes, bah, elle a direct proposé quasiment la couve telle qu'elle existe aujourd'hui, sauf sur la typo, qui était beaucoup plus une typo manuscrite, un peu plus ronde, un peu plus presque à la Tim Burton, vous voyez.
et qui faisait un peu trop jeunesse pour le coup. Donc c'est la seule chose qu'on a vraiment changé, mais sinon c'était quasi tel quel. Et c'est moi qui délire ou pour du thé, il n'y avait pas eu une hésitation entre du rouge et du bleu aussi pour la couverture? Alors non, ça c'est sur la couverture allemande. J'avais été sollicitée Ah, parce qu'ils ok. voulaient changer la couleur. Et, Ok. et finalement, ils ont effectivement fait une édition un peu en rose fuchsia, qui est très belle d'ailleurs. Je peux vous montrer si vous avez la vidéo. C'est vrai que ça marche bien aussi comme ça. Ça donne un côté beaucoup plus pop, enfin je sais pas, plus moderne en fait. Ouais. Et, Ouais. et d'ailleurs, on parlait Ah. tout à l'heure des différents. Laure, t'aimes pas? Ouais, non, moi, j'aime La bleue est pas quand même trop, plus belle. Je trouve que la bleue est bien plus jolie. Mais Mm. bon. Bah, franchement, j'étais perplexe aussi au début et elle rend bien. Voilà. Après, je sais pas pourquoi eux, ils ont voulu faire ça plutôt que le bleu. Mais c'est marrant parce que ce roman, en fonction des pays, tu vois vraiment comment il a été positionné. Mm. Il n'y en a aucun qui a repris, en tout cas, exactement tel quel l'objet livre français. La couve a été pas mal reprise, mais souvent c'était sur des reliés et tout. Il y en a qui ont rajouté des dorures. Les Espagnols, ils ont fait un vrai collector avec jaquette et tout. Mais par exemple, on voit qu'en Turquie, c'est des illustrations assez naïves, des petites tasses de thé empliées les unes sur les autres. Et on voit qu'ils ont essayé de le positionner en mode jeunesse, voire école de magie, parce que j'ai vu, ouais, j'étais un peu perplexe. Euh, J'avais vu qu'ils avaient fait des réels sur Instagram où ils positionnaient vraiment ça en mode école de magie, quoi. Waouh. C'est pas trop le thème du roman, mais bon. C'était comme ça qu'ils l'ont poussé. Au Danemark, c'est une couverture toute blanche avec juste une tasse de thé noire trop belle, donc qui fait très littérature générale. En Italie, c'est justement, je crois que c'est une femme de dos. Est-ce qu'il y a un château Ils auraient derrière? pu mettre 2 femmes de dos, ça aurait été comme. C'est pas Justement, celle qui est c'est une vraiment. femme de dos Ouais, avec Ah des oui. fleurs et des papillons. Waouh. Voilà, donc ça, vraiment littérature Ouais. féminine pour le coup, histoire Ouais. de généalogie, Ouais. de mère en fille, etc. Très, Et ce très, qui très est, féminine, oui. voilà. Ouais. Et donc c'est marrant, tous ces aspects, ils sont là Ouais. dans le roman, mais ils ont été poussés différemment. Et je trouve que c'est intéressant, un peu comme cas d'école, quoi. Un même roman, tu peux vraiment Ouais. tomber sur des couves hyper Ouais. différentes. Ouais, c'est trop intéressant. C'est le même texte et pourtant, on a plein de Ouais. façons de l'interpréter. Ouais. C'est Mm. hyper intéressant en vrai. Donc voilà. Oh là là. Est-ce que les filles, vous avez déjà eu des désaccords sur la couve? Enfin, en tout cas, voilà, des trucs où vous avez, bah, voilà, un peu comme on racontait tout à l'heure, moi, avec mon histoire de personnage. Ouais, moi j'avais eu le tome 2 de ma première trilogie où vraiment je n'aime pas du tout la couverture du tome 2. Mais c'était trop tard quand j'ai fait le retour, donc Ah, merde. voilà. Ah ouais. Et du coup, ça a été, ils n'ont pas du tout pris en compte ton avis. Non, mais non. Enfin, moi je trouve qu'il y a un gros décrochage de qualité entre ce qui a été fait sur le tome 1 et sur le tome 2. Et je pense que sur le tome 2, il y a eu peut-être moins de temps pour proposer plusieurs pistes. Et moi j'ai eu un peu le sentiment que la première piste proposée, c'était un peu ça qui a été retenu, quoi. Mais et du coup, c'est toujours le parti pris d'une créature, mais bah, qui correspond pas à ce qu'il y avait dans le roman. Bon, voilà, moi Mm. j'étais pas très contente du choix. Et est-ce que tu as vu des retours de lecteurs après qui t'ont dit oui, mais ce qu'il y a sur la couve, ça correspond finalement pas du tout à ce qu'il y a dans le roman? Ou pas spécialement? Parce que ça, je me J'ai demande pas si les lecteurs. l'impression, j'ai pas l'impression que les lecteurs ils aient été tant que ça. Je sais pas, j'ai pas eu de retour particulier sur le tome 2. Mm. Ou en tout cas, je m'en souviens pas. Mais Parce que je me demande dans quelle mesure, des fois, c'est nous, en tant qu'auteurs, on se dit ça correspond pas à ce que j'ai écrit, mais en fait, les lecteurs, eux, la oui, en couverture, fait, elle comme passe au c'est dans début une quand tu. trilogie, Ouais. ils ont vu que c'était le même titre, la Oui. même ambiance globale. Ils Peut-être ont tu pu fais les- moins attention à ça quand c'est dans une saga, quoi. Moi, j'ai une petite anecdote sur Maudite. Du coup, donc, Maudite, mon troisième roman, chez La Martinière, même éditeur que Le Serment des Traqueurs. Quand on commence à parler de la couverture, ils me disent exactement ce que disait Léa tout à l'heure, logique de collection. Donc, de toute façon, ça sera le même genre, avec de la typo très travaillée, comme Le Serment des Traqueurs, où en fait, moi, j'adore. Je pense, enfin, c'est dur de choisir la couve qu'on préfère de nos livres, mais franchement, vraiment, je l'aime beaucoup celle-là.
Et donc, il n'y a pas, il y a pas vraiment une illustration majeure, c'est vraiment du travail autour de la typo du titre. Et donc, moi, je me dis, mais trop bien, parfait, j'ai adoré cette couve, j'adore leur collection, j'adore ce qu'ils font et tout. Et finalement, ils arrivent avec, si vous voyez à quoi ressemble Maudite, un Pas trop croquis ça. qui ressemble à ça, voilà. Et moi, je leur avais dit un truc, je leur avais dit, écoutez, franchement, moi, de toute façon, très bien la typo, moi, la seule chose, c'est que je déteste quand il y a des personnages sur la couverture. Et donc, J'avoue, ils sont foutus de ta gueule. Hein. Bingo! et donc, ils arrivent avec un personnage sur la couve et pas du tout le truc de travail de typo, quoi. Un petit peu, ouais. Ouais, Ouais. et en fait, ils me disent, non, mais en fait, finalement, on essaye un nouveau truc, on a changé. Enfin, en gros, entre-temps, je sais pas, ils ont eu un changement artistique de DA, quoi. Et donc, ils ont décidé que c'était autrement. Et voilà, et ils m'ont dit qu'en gros, et c'est en ça où je disais, voilà, faut aussi parfois peut-être faire confiance aux éditeurs. Ils m'ont dit que voilà, en ce moment, ce qui marchait de fou, c'était d'avoir des personnages sur la couverture. Et qu'il y avait que sur les tables des librairies, c'est ça qui se démarque, c'est ça qui fait que les gens, enfin, cette tranche d'âge qu'on visait, c'est ça qui fait que ça fonctionne et tout. Et du coup, Hmm. voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Oui, En fait, c'est c'est ça. ça, c'est que. T'as un avis consultatif, mais bon, tu Ouais, restes en fait, l'auteur, donc Ouais. bon, voilà quoi. c'est ça. Et Et finalement, elle te plaît cette couve ou pas? C'est pas ton style à toi personnellement, c'est pas ce que tu aurais choisi, quoi. Je sais pas. En fait, à la fois, je l'aime bien quand même, tu vois. En fait, franchement, j'imaginais vraiment ça, la montagne, tout ça, enfin vraiment. Mais moi, j'aurais plus imaginé, tu vois, une cordée, qu'on voit juste la cordée se dessiner en petit sur la montagne, tu vois. Ouais. Pas forcément avec un personnage comme ça au premier plan. Après, on la voit, comme elle a quelque chose un masque sur le visage, on la voit pas complètement, enfin, on voit pas non plus tous ses traits, ce qui fait qu'on peut quand même l'imaginer. C'est ça qui m'a un peu convaincue, en fait. C'est le côté bon, parce que moi, pourquoi j'aime pas qu'on mette des personnages, c'est pour ça que Laure met des femmes de dos sur ses couvertures. C'est ce que tu disais, c'est qu'il y a ce côté où on s'identifie vachement, on s'identifie moins, en tout cas, et puis ça fige un peu quelque chose, ça fige un peu les Ouais. personnages dans l'esprit du lecteur. Euh, pour ça, moi, c'est pas mes couvertures préférées quand on voit les personnages. Et celle de Maudite, je sais pas, honnêtement. Ça va, je m'y suis habituée, on va dire, et je l'aime quand même bien. Mais voilà. Moi, je trouve qu'elle est quand même assez unique en son genre, cette couve. Moi, j'aime bien le petit côté art nouveau du cadre autour. Hmm. Vous voyez ce que ça je veux oui, dire ou pas? ça tu vois, oui, ça c'est Ouais. typiquement ouais, c'est ce qui est resté du C'est travail. dans le Enfin, brief moi aussi j'aime bien ça. initial. Quoi? C'était ce qui est resté du brief initial. Oui, voilà. Il y avait pas un moment où il y avait des cornes ou je sais pas quoi dans le pourtour Oui. et tu les avais fait changer aussi, Oui, non? c'est vrai. Oui, parce qu'on comprenait pas ce que c'était. Oui, c'est vrai que dans les premières Il versions, y a un petit, justement, ouais. dans ce cadre, oui, parce que c'est pour ça, on est quand même, enfin, je veux pas me plaindre, on est quand même super consulté. Enfin, moi, j'ai été consultée Ouais. à chaque fois, et je veux dire, j'ai roulé, hein, mais comme je vous dis, il y a ce côté où je fais confiance à l'éditeur, et même s'il fait pas forcément exactement ce que j'imaginais ou comment je l'aurais fait, en fait, c'est pas ça qui est important. Enfin, ce qui est important, c'est que ça reflète bien l'esprit du livre, qui est pas une énormité comme le personnage est censé avoir la pommade et il est blanc comme un cachet d'aspirine. Enfin voilà, tant que c'est pas des énormités comme ça, je trouve que en vrai, enfin, moi, Oui. je fais confiance. Si, moi, j'ai eu un petit désaccord, mais j'ai fini par gagner. C'était que moi, je voulais qu'il y ait un... Comme avec tes virgules. À force de harceler mon éditeur. Non, mais en fait, dans la littérature anglo-saxonne, ça se fait vachement sur la couverture de mettre une espèce de petite tagline Ouais. en dessous du titre pour dire de quoi il s'agit, en fait. Là, j'ai retrouvé le PowerPoint que j'avais envoyé. Je suis vraiment une psychopathe. C'est un truc avec des parties, des intertitres et tout, composition, sous-titres, typographie, couleur. Thèse, antithèse. Pas de monotype Cortiva. Ah ouais. Et donc, j'avais une slide, tu vois, un sous-titre. Et donc, j'ai des couvertures anglo-saxonnes. Par exemple, The Thorn and the Blossom, A Two-Sided Love Story, en petit en dessous. Et je trouve que c'est hyper puissant, marketingment parlant, parce que ça fait que tu as La déjà petite accroche, quoi. Ouais. une accroche avant de retourner la quatrième, pour aller voir la quatrième. Et voilà, ou qu'est-ce qu'on a d'autre After Alice, qui est trop trop belle d'ailleurs. A gift to the dear reader of Wicked in memory of Alice in Wonderland. Enfin voilà, il y a
On t'explique un petit peu ce qu'il va y avoir dedans. Ou From Absinthe to Zest, an alphabet for food lovers. Enfin, voilà, un petit sous-titre. Et je trouve que c'est hyper puissant. Ça se fait très peu en France. Et ils n'étaient pas Oui, du c'est tout vrai. pour au début. Et j'ai insisté. Et je suis contente que ça a été mis sur la couve. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai la couve italienne sous les yeux, je me rends compte qu'ils ont fait aussi ça. Ils ont choisi une autre phrase d'ailleurs où ils ont. Moi, je crois que j'avais mis un truc sur un conte poétique ou la. Ou non, qu'est-ce que j'ai mis? Il y avait un truc avec infuse le réel. Ouais, moi, j'ai Voilà, l'impression de ou la Infuse magie le des réel contes, aussi. un conte d'un truc intime, un récit intime où la famille des, où la magie des contes infuse le réel, voilà. La Et eux, ils ont mis, poésie, ouais, c'est voilà, ça. voilà, exactement. Et eux, ils ont mis, en gros, la famille peut être le plus dangereux des sortilèges. Donc, ils ont vraiment accès famille, truc généalogie, machin. Donc, voilà, c'est intéressant. Ça confirme bien le positionnement, comme on disait tout à l'heure. Et ouais, moi, ça, franchement, c'est un truc que je pense que je referai sur des futurs romans. Je repousserai pour ça. Parce que je pense que ça joue aussi dans le succès d'un livre en salon, en librairie. T'as un petit, comment dire, une petite marge d'avance par rapport aux autres livres à côté, quoi. Avant que le bras se tende, que la main aille retourner le livre, t'as donné un élément de plus. Mais il faut la trouver, hein. J'avais passé du temps à essayer de trouver cette phrase parce qu'il faut qu'elle soit hyper bien Ouais, c'est précise, une, bien c'est une pensée. tagline quasiment, quoi. C'est Ouais, un c'est Oui, ça. c'est ça, travail ouais. de copywriting. Un truc qui se fait très peu, alors bon, on l'a plus sur la 4e, mais en France aussi, ce qu'on fait peu, c'est de mettre des, comment on appelle ça? Des blurbs, Ah oui, ouais. des citations d'autres auteurs qui disent j'ai adoré ce It's livre, c'est génial, fantastic, Stephen King. Ouais. Il doit être payé à la chaîne pour refaire le King parce que Je sais pas franchement, combien il y a, payé par blurb, mais il y a toujours son, il y a toujours son blaze. Ouais. Ouais, nous, c'est surtout en bandeau qu'on va le mettre, je pense, quand on le met, ouais, ou en 4e. C'est vrai que globalement, on n'ose pas trop écrire du texte sur la couverture sur le marché français, à part le titre et le nom de l'auteur, quoi. On s'interdit un peu. en fait, elles font vraiment plus publicitaire les couvertures anglo-saxonnes, je trouve. Ouais. Elles assument le côté marketing, alors que nous, on a un côté plus peut-être illustratif, artistique. Ouais. C'est de l'art. Voilà. Mais c'est vrai, hein, je pense. C'est tout à fait, c'est une très bonne analyse. Et pour finir, est-ce qu'il y a des romans que vous avez aimés alors que vous aviez détesté la couverture? Ou en tout cas, des romans que vous avez aimés alors que la couverture, voilà, ne vous avait pas séduit en première instance? Moi, oui, Le Trône de fer de George Martin. Les couvertures en poche, elles sont dégueulasses. Voilà, c'est ma hot take. Globalement, les couvertures de fantasy en poche, elles étaient pas ouf jusqu'à assez récemment, je trouve. Ça va mieux Et maintenant. celle de l'Assassin Royal, c'était pas mal aussi. Ah ouais. En On plus, aurait dit moi, des trucs de j'avais. jeux vidéo. Oui, j'avais des trucs Ouais, ouais. dépareillés. Il y en avait qui étaient en mode jeu vidéo et d'autres dans d'autres styles. J'ai une collection qui n'a pas beaucoup de sens. Mais là, du coup, dans le cas du Trône de fer, tu l'as découvert en poche avec les couvertures moches ou c'est genre où t'en as. Ouais. Ok. Ouais. J'avais très envie de le lire parce que on m'en avait parlé. Je crois que la série allait sortir bientôt à l'époque. Je me suis dit, ah bah c'est maintenant qu'il faut que je lise en gros. Et je me rappelle être à la Fnac et regarder ces couvertures en poche et me dire, c'est vraiment moche. Genre, vraiment, c'est affreux quoi. Et l'acheter quand même parce que bah, c'était la version poche, donc la moins chère. Et voilà, j'étais étudiante à l'époque et tout. Mais ouais, ça m'avait marqué. D'autant plus quand on sait le succès qu'a eu cette licence après, où ils ont dû en vendre des pelletés du Trône de fer. Voilà. C'était la couverture avec la lune en haut et puis le marcheur blanc avec une épée, là. Oh, alors Je suis attends, faudrait repartie que dans je les la... premières éditions. Et après, Ouais, bon, je c'est suis peut-être un peu curieuse loin dans aussi. tes souvenirs. Alors, c'est les J'ai lu, Marie, en poche. Ouais, Et c'était un j'ai lu. Ouais, bah ça doit être ça alors. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait plus SF que fantasy, en fait, quand tu connais pas trop le... Pardon, mais Chris, qu'est-ce que tu nous as envoyé?
Oh. Non, parce que ça répond pas à la question. C'est des romans qu'on a aimés alors que les couvertures étaient moches. J'ai pas lu les romans, donc je sais pas, mais on avait déjà parlé de ça, je me rappelle, entre nous, des couvertures d'une certaine série. Est-ce que je la cite ou pas? Vraiment? Oui, tu peux. En plus, c'est les couvertures québécoises. En fait, moi. Ah bon, ça va. C'est la saga des Chevaliers d'Émeraude. Au Québec, moi, j'étais partie à Montréal, j'ai fait le tour en librairie et je tombe sur des couvertures. Mais vous avez jamais vu ça de votre vie? C'est des montages Photoshop. Mais que je sais, mais moi, c'est mignon, un paint, je dirais. Mais... Ouais, on voit le détourage dessus et c'est des mecs avec des perruques. Vraiment, c'est. Ouais, de fou. Faut que vous alliez regarder. Tapez les Chevaliers d'Émeraude. Tapez les Chevaliers d'Émeraude couverture Québec. À mon avis, vous allez trouver. Mais alors, ça fleure bon les années 2000. Il n'y a pas une couve qui est similaire à la suivante. Aucun nom d'auteur n'est dans la même typo, rien. Il n'y a pas une couleur, une typo, un style pareil. Il y en a, c'est de l'illustration, d'autres, c'est de la photo. J'ai jamais vu un truc aussi immonde. Non, mais vraiment, c'est une catastrophe. C'est. Ouais. Tout à fait. Mais bon, en l'occurrence, j'ai pas aimé le texte, donc ça va avec. Ah. Vous aviez d'autres exemples de romans que vous avez pas aimé, que vous avez aimé, mais dont la couve vous l'avez pas trop aimé? Moi, j'ai pensé à des choses. En fait, comme j'achète quand même globalement des bouquins parce que je les trouve beaux dans ma bibliothèque, c'est plus des choses que j'ai lues par rapport au travail. Et il y a quelques années, justement, quand on était chez Univers Poche et que je bossais pour Pocket, j'avais eu la première couverture Enfin, j'avais lu le bouquin dans sa première couverture poche du Chant d'Achille de Madeline Miller, qui était affreuse. C'était une horreur. En fait, c'était genre un... Alors, il faudra qu'on mette le lien dans la description aussi, parce qu'en gros, c'était un détail d'une vieille peinture avec 2 chevaux blancs, mais pourquoi? Quel est le rapport avec le texte? Je sais pas. Donc après ça, il a eu un succès sur BookTok et tout, surtout dans la sphère anglo-saxonne, puis ça s'est propagé sur la sphère francophone aussi, et il a reconnu une nouvelle couve, enfin un nouveau rechartage. Et maintenant, c'est une couverture noire avec une silhouette genre d'homme antique comme ça, un peu avachi, un peu lascive. Mais ouais, mais ça m'a pas empêché de beaucoup aimer le roman, mais c'était vraiment extrêmement laid. Ah là là, comme quoi, finalement. Bah ouais, parce que en plus, c'est vrai que toi, typiquement, un bouquin comme ça, mais jamais de la vie, pour le coup, je l'aurais pris en main dans la librairie. Et vous savez toutes ce que je pense de ce texte qui est l'un de mes préférés ever, donc je serais passée à côté d'un chef-d'œuvre, quoi. Voilà. Donc, ne choisissez pas vos livres qu'avec la couverture. C'est ça. Laissez la chance à la 4e de couverture. Nous ferons peut-être un autre épisode sur le sujet. On n'avait pas déjà parlé de ça en vrai? Dans les résumés, on n'avait pas un petit peu abordé ça? Ah oui, ouais. C'est vrai. Sur les Tout ce pitchs qui est et tout. paratexte, faire sa bio, son synopsis, sa 4e, un truc comme ça. C'est ça. Vous pouvez retrouver dans cet épisode-là des infos sur ça. Pour conclure, déjà pour conclure, si vous aussi vous avez des couvertures horribles à nous partager dans les commentaires, bien sûr, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des couvertures que vous trouvez, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a aussi plein. Je pense qu'on en aurait eu trop à citer en fait. Des couvertures qu'on aime beaucoup, il y en a des tonnes. Enfin, je pense que pour le coup, on en a quand même pas mal. On en a plein quoi. Mais donc, je trouve ça plus drôle si vous nous citez des couvertures moches. Mais si vous avez très envie de nous partager votre couverture préférée, allez-y bien sûr. On trouve ça aussi très sympa. Est-ce que du coup, c'est ça qu'on laisse comme consigne aux auditeurs pour les commentaires? Carrément. Allez. Très bien. Et ben voilà. Donc, si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, n'hésitez pas à nous partager votre couverture préférée ou votre couverture la pire, Détestée. la plus détestée. Celle qui vous a fait saigner les yeux. Et on saura que vous nous avez écoutés jusqu'à la fin. Quant à nous, on se dit à bientôt. Pour là, ce sera la 40e réunion du club où on discute d'écriture sans filtre. Salut! Salut! Salut!